Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'immiscent dans les pays du Sud pour instaurer des plans de rigueur budgétaire, qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Ils exigent de ces États de laisser la place au marché, à la privatisation et la libéralisation. L'ingérence est non seulement économique, mais aussi politique. Sylvie Brunel, l'aide au développement, expansionnisme ou humanisme? Haïti, cela peut là. Haïti, il faut y être. Ce slogan a fleuri depuis l'ascension au pouvoir de Michel Martelly, en mai 2011. Lancé par le ministère du Tourisme pour attirer les touristes, principalement nord-américains, dans l'ancienne perle des Antilles, il ciblait aussi la diaspora désireuse de rentrer au bercail pour contribuer à la reconstruction d'Haïti depuis le séisme de janvier 2010. Une catastrophe qui a causé d'énormes dégâts humains et matériels. Environ 200 000 tués, 280 000 logements endommagés et 1,5 million de déplacés, dont la majorité vivent ou ont vécu sous des tentes d'urgence dans des camps de réfugiés. Mais la tâche s'avère ardue pour les pouvoirs publics, malgré la résilience dont a constamment fait preuve le peuple haïtien au long de son histoire. En effet, le pays s'enlise depuis des décennies dans une impasse tant sociopolitique qu'économique. La société haïtienne vit dans un climat pesant d'insécurité physique, sociale, économique, environnementale, de banalisation de la criminalité, de la corruption et de l'impunité. En dépit de quelques efforts entrepris depuis sa création, loin d'être une force républicaine, la police nationale, peu ou pas formée, insuffisamment dotée en moyens matériels et humains, instrumentalisée par les puissants, échoue à remplir sa mission de protection des personnes et des biens dans le cadre légal. Quant à l'institution judiciaire, elle est constamment vassalisée par les pouvoirs en place, toujours au service des puissants. Il y a belle lurette que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, inscrite dans l'article 4 de la Constitution a sombré. Que dire de la démocratie, entravée notamment, depuis l'unique véritable expérience post-duvalérienne amorcée le 16 décembre 1990 et anéantie à peine 7 mois et 23 jours plus tard, le 30 septembre 1991 par les ennemis de la République et de la démocratie? Depuis cette parenthèse où, pour la première fois, les mots République et démocratie commençaient à prendre leur sens, Haïti est redevenu plus que jamais une entité chaotique tant sur le plan mental que physique. Un État failli, dans presque tous les domaines, avec un système éducatif et un système sanitaire en lambeaux. Ce qui en fait in fine une pseudo-république. Pire encore, une république bananière. Une économie non viable. Dans ces conditions, comme le dit Leslie Péan, la confiance entre le peuple et les élites dirigeantes n'existe plus et le pays entier est dans l'impasse. D'où vient le problème? Qu'est-ce qui permet d'expliquer ce gouffre dans lequel est plongé le pays depuis plus de 30 ans? Comment y remédier? Telles sont les questions auxquelles ce livre tente d'apporter des réponses. Il est composé en 2 parties. La première expose les éléments clés de cette impasse. Celle-ci est notamment d'ordre sociopolitique et géopolitique d'une part, et économique et social d'autre part. S'agissant de la dimension sociopolitique et géopolitique, l'accent est mis sur la construction de la démocratie dans le pays, entravée tant par des facteurs endogènes qu'exogènes, particulièrement depuis la victoire de la gauche le 16 décembre 1990. Si les facteurs endogènes renvoient à la responsabilité des acteurs internes, englobant l'ensemble des élites politiques et économiques, et intellectuelles dans une certaine mesure, les facteurs exogènes mettent en évidence l'implication voire l'ingérence de la communauté internationale en général et des États-Unis en particulier dans ce blocage. Quant à l'impasse socio-économique, elle est décrite à travers une analyse de la situation du pays de la décennie 80 à nos jours. 4 grands thèmes y sont développés. Les programmes d'ajustement structurel, PA, des années 1980 et 1990 inspirés du consensus de Washington sous la férule du Fonds monétaire international, FMI et de la Banque mondiale, BM, et leurs conséquences. La poursuite de ces politiques néolibérales à l'entame du 2e millénaire en décrivant également leurs effets. La paupérisation des masses populaires et des apostrophes. Une partie de la classe moyenne au bénéfice de l'oligarchie haïtienne et des multinationales américaines, notamment. Et enfin,
une analyse de l'inefficacité de l'aide publique au développement, mais source d'enrichissement pour de nombreuses ONG et entreprises étrangères présentes sur place. La seconde partie correspond à un plaidoyer pour l'instauration d'un pacte de gouvernabilité. Ce pacte, issu de l'Organisation des États généraux de la République et de la démocratie, esquisse des pistes de solutions. Ce à partir du concept de gouvernabilité tel que défini par l'économiste Henri Bartoli. Pour ce dernier, la gouvernabilité s'entend comme la capacité d'un État à maîtriser la gestion de ses politiques publiques dans un souci de cohésion sociale et d'intérêt général. Les propositions contenues dans ce pacte se déclinent en 3 plans: interne, externe et intégré. Sur le plan interne, l'analyse porte sur 5 points. D'abord, un pouvoir politique intègre et responsable à partir des 2 éthiques de la conviction et de la responsabilité de Max Weber. Ensuite, l'éducation au service de l'humain. Puis, un système de santé efficient et équitable prioritairement orienté vers les plus défavorisés conformément aux principes maximin du philosophe politique John Rawls. 4e point, un nouveau modèle économique, inspiré des travaux de l'économiste et philosophe politique Amartya Sen sur le concept de capabilities ou capacités, qui prône un développement socialement soutenable, DSS, comme une alternative possible au néolibéralisme, fondé, d'une part sur une véritable régulation du système économique par un État réformé et stratège, et d'autre part, sur les fondements institutionnels, démocratiques, sociaux et économiques du secteur de l'économie sociale et solidaire, ESS. Enfin, un programme de justice fiscale et sociale pour lutter contre les inégalités qui caractérisent la société haïtienne. Sur le plan externe, prime la nécessité de revoir les relations d'Haïti avec la communauté internationale, représentée par les ambassadeurs du Core Group dont l'échec est avéré dans l'aide à la reconstruction. Enfin, dans une approche intégrée, un éclairage spécifique est réservé au rôle de la diaspora dans le relèvement d'Haïti. Un rôle observable, certes, à travers les transferts de fonds, mais que le Parlement haïtien devrait mieux appréhender, dans le cadre d'une politique ambitieuse, en votant une loi autorisant la participation des Haïtiens de l'étranger à la vie politique de leur mère patrie. Ce plaidoyer pour un pacte de gouvernabilité s'inscrit dans la démarche de l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon, qui promouvait en 2006 une contre-démocratie. Cette contre-démocratie, explique-t-il, n'est pas le contraire de la démocratie. C'est plutôt la forme de démocratie qui conforte l'autre, sur le mode d'un arc-boutant, la démocratie des pouvoirs indirects disséminés dans le corps social, la démocratie permanente de la défiance face à la démocratie épisodique de la légitimité électorale. Dans cette optique, ma démarche se propose non seulement d'expliquer les éléments caractéristiques de l'impasse dans laquelle est enferré Haïti, mais aussi d'expliciter les mécanismes qui rendent possible le changement tant souhaité à la fois par les Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur dans un cadre participatif et inclusif. 1. L'impasse. Au cours des dernières décennies, la situation politique n'a fait qu'enliser davantage Haïti. Les controverses stériles permanentes entre les 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, voire en leur sein, l'illustrent parfaitement. De même, l'immixtion de l'international communautaire dans le processus démocratique depuis plus de 20 ans témoigne de l'incapacité des acteurs de la scène politique haïtienne à faire vivre de façon souveraine, libre et indépendante la démocratie ici et maintenant. Par conséquent, si solution il y a, elle réside, entre autres, dans la possibilité de réformer les institutions afin qu'elles jouent pleinement leur rôle de régulateur du système sociopolitique. Faut-il le préciser ? Sans démocratie stable, pas d'économie prospère. En d'autres termes, si l'instauration d'une démocratie durable ne peut être une condition suffisante à la bonne marche de l'économie, elle en est en revanche une condition nécessaire. Ce besoin de démocratie est d'autant plus important qu'il s'accorde parfaitement avec l'économie de marché selon Jean-Paul Fitoussi. Cependant, Haïti, comme de nombreux pays en développement PED, vit à marche forcée dans la mondialisation néolibérale. À l'évidence, le pays se trouve dans une position où il ne semble pas profiter de sa conversion au néolibéralisme dans le cadre du consensus de Washington. L'expression « consensus de Washington »
a été initialement forgé en 1989 par l'économiste John Williamson pour désigner les réformes structurelles, inspirées de l'école de Chicago, mises en œuvre en Amérique latine et en Afrique dans les années 1980. Ces réformes, conditionnalités aux prêts sollicités par les pays au FMI et à la BM, étaient destinées à rétablir le rôle des marchés et de l'initiative privée. Émises pour les pays endettés en crise de paiement, elles sont formulées en 10 préconisations. Discipline budgétaire, réorientation de la dépense publique, réforme fiscale, libéralisation financière, adoption d'un taux de change unique et compétitif, libéralisation des échanges, élimination des barrières à l'investissement direct étranger, ID, privatisation des entreprises publiques, dérégulation des marchés, prise en compte des droits de propriété. Au vrai, ce recueil de préceptes économiques n'avait rien d'un consensus, puisque les pays en développement n'avaient pris aucune part à son élaboration. Il résultait d'une vision commune au Trésor américain, au FMI et à la BM, et il a été contesté pour son étroitesse idéologique, son interventionnisme politique et son inefficacité économique. À juste titre. C'est le cas en Haïti, où il a été imposé sous forme de pas engendrant une poignée de gagnants, les investisseurs étrangers stratégiques et leurs acolytes du secteur privé et du milieu politique, et une majorité de perdants, les masses populaires et une fraction non négligeable de la classe moyenne, victime des insécurités économiques et sociales du néolibéralisme. Incontestablement, les effets néfastes de ces pas en termes d'affaiblissement du tissu socio-économique déjà pitoyable, de contraintes sur des institutions étatiques historiquement défaillantes, dans une démocratie si balbutiante, constituent les éléments les plus criants du marasme dans lequel végète le pays. Face à cette situation, l'aide internationale, principal instrument géostratégique des partenaires au développement d'Haïti, censé permettre a priori d'y remédier, se révèle notoirement inefficace. 1. Dimension socio-géopolitique, une démocratie entravée. En fait, ils ne sont que des pantins que d'autres manipulent dans l'ombre. Les vrais maîtres de ce pays, on ne les voit jamais. Pour eux, c'est une histoire sans rupture. D'un seul tenant. Ils veillent au grain depuis la fin de l'époque coloniale. Dany Laferrière, l'énigme du retour. Si, pour Pierre Rosanvallon, la démocratie, c'est faire société commune, c'est-à-dire faire État-providence commun, la société des égaux, le constitutionnaliste Dominique Rousseau voit en la démocratie une idée force. Selon lui, il est facile d'identifier un espace d'où cette idée serait absente. Ce qui manque dans cet espace-là, toujours, c'est la pratique des droits fondamentaux. Tout le reste est présent. Le Parlement, le président, le gouvernement, l'administration, les juridictions, les collectivités locales, et même les élections au suffrage universel direct et les déclarations de droit. Ce qui manque également, c'est l'expérience de la liberté d'aller et venir, de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, de la liberté d'association et de manifestation, du droit de grève, du droit au respect de la vie privée. C'est-à-dire la pratique des droits qui fait d'un individu un sujet politique, ou pour le dire autrement, qui fait de l'individu un citoyen. La philosophie qui sous-tend cet essai est celle d'une démocratie de l'union fait la force. Une démocratie d'entraide et de solidarité, une démocratie de l'unité dans les différences, une démocratie respectueuse et protectrice de la vie et des biens, une démocratie du service public, une démocratie qui donne de l'espoir et favorise les opportunités, une démocratie indigène valorisante de la personne et de ses capacités. Non pas une démocratie réactionniste, mais révolutionnaire des droits et de la justice pour toutes et pour tous, pour reprendre les mots du juriste éducateur Gandès Auguste. Force est d'observer qu'en Haïti, il s'agit d'une démocratie entravée, si l'on suit le fil des événements depuis l'adoption de la Constitution de 1987. Des facteurs tantôt endogènes, tantôt exogènes peuvent l'expliquer. Facteurs endogènes. Il résulte de la culture de l'autoritarisme chère aux dirigeants locaux, de l'entente impossible des élites autour de la res publica, et de la faillite des institutions étatiques. L'autoritarisme. D'après le chercheur Fred Reynaud, cet autoritarisme provient de la construction de la nation et du centre politique haïtien, qui s'est faite dans la violence et s'est souvent traduite par une personnalisation du pouvoir.
En effet, depuis Toussaint Louverture, le précurseur, et Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation, les dirigeants haïtiens ont toujours confondu autorité, force et violence. Or, selon la philosophe Hannah Arendt, là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. Et de préciser que la relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une relation commune ni sur le pouvoir de celui qui commande. Ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité et où tous deux ont d'avance leur place fixée. En d'autres termes, l'autorité est l'expression d'un certain ordre accepté par les individus en présence, une promesse, une alliance, un accord sur une certaine façon de vivre les uns avec les autres. L'obéissance exprime la loyauté envers cet ordre accepté, donc la liberté de celui qui obéit. La liberté signifie, dans cet ordre d'idées, la fidélité par rapport à son engagement envers la collectivité librement consentie. Dans le cas d'Haïti, la confusion de l'autorité, de la force et de la violence, non pas seulement chez les dirigeants mais aussi dans l'imaginaire populaire, révèle le manque de validité de la promesse, de l'alliance et de l'accord sur le vivre ensemble énoncé dans la Déclaration de l'Indépendance le 1er janvier 1804. De la cérémonie du Bois Caïman, le 14 août 1791 sous le commandement du célèbre Boukman au soulèvement des esclaves du Nord dans la nuit du 22 au 23 août 1791, dans l'esprit de l'union fait la force, jusqu'à la victoire finale du 18 novembre 1803 sur les troupes napoléoniennes lors de la bataille de Vertières, les esclaves ont cessé de combattre l'autorité de leur maître. Une autorité illégitime, un ordre inique fondé sur l'inhumanité, la ségrégation, le racisme envers le noir, considéré comme bien meuble. Né le 1er janvier 1804, à la proclamation solennelle de l'acte d'indépendance de Saint-Domingue, redevenu Haïti, la nation haïtienne symbolise une subversion de l'ordre injuste et une quête de la liberté universelle, pour reprendre l'expression du journaliste Jean-François Kahn. En cela, Haïti devrait être a priori la patrie du républicanisme et de la démocratie. Ou si l'on préfère, depuis l'indépendance, la vie sociopolitique haïtienne aurait dû fonctionner selon un ordre hiérarchique unanimement accepté et respecté de tous, parce que légitime. Cette contradiction doit avoir une signification. L'hypothèse pourrait être celle d'une réaction spontanée et naturelle contre l'état de douleur et de souffrance induit par cet ordre, une réaction de survie ou instinctive. Bref, la révolution haïtienne n'aurait aucune signification en rapport avec la représentation d'un monde plus humain, plus consensuel, plus solidaire et plus fraternel à construire. D'où le manque de validité de la promesse, de l'alliance, et de l'accord sur une certaine façon de vivre les uns avec les autres énoncée dans la Déclaration de l'Indépendance. Les institutions renvoyant à un tel monde apparaissent aussitôt comme insensées. Il s'ensuit alors la tendance générale à les ignorer. Dans un tel contexte, l'acceptation et le respect de cet ordre hiérarchique pourraient se traduire par une forme d'obéissance spontanée, laquelle se justifie selon Jean-Jacques Rousseau ainsi : la participation de tous à l'élaboration des lois. Je me soumets aux lois parce que je les construis. Une seule autorité, la loi et ceux qui l'incarnent démocratiquement. Or, près de 2 siècles après l'indépendance, le principe de la souveraineté du peuple, qui implique logiquement que toute volonté du peuple valablement exprimée puisse s'imposer quelle qu'en soit la nature, fut violé peu après l'adoption, haut la main, par voie référendaire de la Constitution du 29 mars 1987. En effet, dès le 29 novembre 1987, sous le Conseil national de gouvernement (CNG), dirigé par le général Henri Namphy, des milliers d'électeurs venus voter lors des premiers scrutins présidentiels et législatifs de l'ère post-duvaliérienne se firent massacrer par des militaires et d'anciens macoutes, nostalgiques de la dictature. Par ailleurs, l'élection présidentielle très controversée de Leslie F. Manigat du RDNP, le 24 janvier 1988, suite à une mascarade électorale orchestrée par le général Namphy, a été une parodie de démocratie. D'ailleurs, cette pseudo-élection fut suivie d'un coup d'État dirigé par le même traîne-sabre moins de 6 mois plus tard. La Constitution fut alors suspendue et la répression étendue. La bamboche démocratique est finie, dixit Henri Namphy, avant d'être victime à son tour d'un coup d'État des petits soldats au profit du général Prosper Avril, lequel fut renversé ultérieurement suite à d'importantes manifestations de rue.
Le général Errar Abraham, qui ne voulut pas conserver le pouvoir, le remplaça durant 72 heures à la tête du CNG, avant de le remettre à Herta Pascal Trouillot, juge à la Cour de cassation, au lendemain de tractations avec l'opposition regroupée au sein de l'Assemblée de concertation. Herta Pascal Trouillot devint présidente à titre provisoire, 13 mars 1990 au 7 février 1991, assura la paix civile et organisa la première élection présidentielle démocratique de l'ère post-duvaliérienne le 16 décembre 1990. Grâce à une mobilisation d'envergure, le candidat du FNCD, Jean-Bertrand Aristide, ancien prêtre de l'église Saint-Jean-Bosco et adepte de la théologie de la libération en vogue dans les années 1970 à 1980 en Amérique latine, a remporté cette élection par 67% des voix, loin devant Marc Bazin, le candidat libéral soutenu par les États-Unis et les organisations financières internationales. Ce scrutin, qui fut qualifié par tous de libre et démocratique, afficha une participation de 60%. Le nouveau président entra en fonction le 7 février 1991. 7 mois et 23 jours plus tard, il fut renversé par le général Raúl Cedras, soutenu par les conservateurs américains, l'armée, la police, des anciens macoutes, des attachés, milices et une fraction de la bourgeoisie rentière. Le régime militaire issu de ce coup d'État a perduré 3 ans, mais depuis, le pays ne s'est jamais remis de ce choc terrible. Depuis cette parenthèse démocratique sauvagement close, les périodes de transition fleurissent, les élections se succèdent et ressemblent de plus en plus à des farces, qui dénient au peuple la possibilité d'exercer son droit de choisir son représentant à la magistrature suprême. Ce qui fait dire à d'aucuns qu'on ne devrait plus parler désormais d'élections en Haïti, mais de sélections, organisées avec l'implication de la communauté dite internationale. L'arrivée aux responsabilités en mai 2011 de Michel Martelly, surnommé Tête Cale, par un coup de Maltei, coup de Bonto, en fut une caricature. Une sinistre comédie qui confirme l'état de décomposition avancé de la classe dirigeante. L'entente impossible. Comme le relevait l'éditorialiste Fritz Calixte, Haïti est le pays de la mésentente. Durant 211 ans, les élites haïtiennes n'ont pas su s'entendre sur une gouvernance stable du pays, régulée par des règles établies, acceptées par tous et pour le bonheur de tous. En d'autres termes, elles n'ont pas su préserver les valeurs de la res publica. Ce bien commun autour duquel la nation devrait se rassembler. Au contraire, depuis des lustres, c'est le fameux proverbe « Depi Nanguinen neg pavleneg », depuis la Guinée, avant même la traversée de l'Atlantique, à l'époque de l'esclavage et de la traite négrière, les nègres s'entre-déchirent, qui prévaut. Certes, comme l'écrit Christiane Taubira, les esclaves, ces hommes et ces femmes arrachés à l'Afrique et déportés à fond de cale plusieurs semaines durant ce qu'on a appelé le passage du milieu, The Middle Passage, ont débarqué dans le monde inconnu des Amériques où ils ont été vendus et revendus, abrutis de travail et brutalisés, ont su donner une valeur à leur existence par leur lutte héroïque pour la liberté, l'égalité jusqu'à la victoire finale du 1er janvier 1804, prouvant ainsi que les pires violences ne parvenaient pas à leur ôter leur humanité. Mais hélas, dans la construction de la cité, les héros d'hier se montrèrent fort souvent inférieurs au rôle nouveau qui leur était dévolu. C'est ainsi que des haines cristallisées, des préventions comprimées naquirent des divisions néfastes, des tâtonnements, des heurts dans lesquels nous avons vécu pendant plus d'1 siècle de vie nationale. Plus de 2 siècles plus tard, face à la barbarie du valliériste, la romancière Marie Vieux-Chauvet fit entendre la voix claire et pure d'une romancière lucide et indomptable, qui expose les ficelles pourries de la dictature. La misère, l'injustice sociale, ne disparaîtront qu'avec l'espèce humaine. Par quel miracle ce pauvre peuple a-t-il pu pendant si longtemps rester bon, inoffensif, hospitalier et gai malgré sa misère, malgré les injustices et les préjugés sociaux, malgré nos multiples guerres civiles? La haine entre nous est née. Ainsi de la haine, du mépris des masses populaires pour les élites sans âme ni conscience, qui ont depuis longtemps des pratiques antidémocratiques, pour préserver leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Ces pseudo-élites s'avèrent anti-républicaines car comme l'affirme Jean-François Kahn, là où le républicain privilégie l'universalisme, l'anti-républicain promeut le communautaire, le tribal, le catégoriel et le clanique. L'anti-républicanisme de classe dominante composé, pour une large partie,
de la bourgeoisie rentière se révèle à travers son fonctionnement économique et social. On sait, avec l'écrivain Lionel Trouillot, que de longue date, cette bourgeoisie ne contribue pas à la construction d'une éthique républicaine. Car même quand elle l'est violente, les bourgeoisies sont obligées de proposer des normes républicaines. Elles y ont été obligées par l'histoire, par la force des mouvements revendicatifs dans les sociétés capitalistes occidentales. Elles préfèrent investir ses avoirs à l'étranger, en République dominicaine, aux États-Unis et en Amérique centrale, plutôt que de les faire fructifier in situ en créant des emplois, notamment pour les jeunes. Le déclin des institutions. Problème, c'est que la déconfiture des institutions ne permet pas d'y remédier. Puis, elle contribue à faire sombrer davantage le pays. Avec des conséquences incommensurables en termes d'abus de pouvoir, de violence, de gabegie, et d'impunité à tous les échelons de la société. Bref, de corruption de la démocratie et de délitement des valeurs républicaines. Comme naguère dans les services publics, les agents des administrations gaspillent à leur profit personnel les deniers publics. Les juges vendent leurs sentences ou sont entourés d'officiers véreux. Pourvu qu'ils réussissent, ces misérables passent pour d'honnêtes gens, personne ne songe à s'étonner des excès qui se commettent effrontément, tout est permis. Quant à la classe dirigeante, elle ne pense qu'à faire fortune par tous les moyens sans égard aux restrictions de la morale, prête à toutes les compromissions pour réussir. Le phagocytage de la justice en témoigne. En 2015, un juge sulfureux a libéré dans des conditions contestables des affidés du pouvoir Tête-Cale. Ces personnages seraient impliqués dans des affaires criminelles et de grand banditisme. Comme le rapporte le journal en ligne Alter Press, survenu à l'issue d'un procès express le vendredi 17 avril 2015, cette libération de Woodley et Théard, dit Sonson La Familia et Renel Nelfort, alias Le Récif, n'a pas manqué de susciter l'indignation et des appréhensions de la part d'organisations nationales et internationales. Face à ce qui s'apparente à une mise en coupe réglée de la justice, des organisations de la société civile, y compris Solidarité Fanem Ayian SOFA et le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, ont organisé une grande marche pacifique, le 6 mai 2015 à Port-au-Prince, pour lutter contre la corruption et l'impunité entretenues par le pouvoir Tête-Cale. Elles ont voulu ainsi condamner cette relaxe synonyme de menace pour la stabilité du pays, et d'un affront pour reprendre les qualificatifs qu'ils ont attribués à ce simulacre de justice, impliquant plusieurs hauts responsables. D'ordinaire, il est demandé aux citoyens de laisser la justice suivre son cours. Mais ceci est valable dans un véritable état de droit. D'où un gigantesque problème de crédibilité, voire à certains égards, de légitimité des acteurs judiciaires aux yeux du peuple au nom duquel ils sont censés dire le droit. Lorsqu'on voit à quel point la justice haïtienne est faible, corrompue, vassalisée, quel que soit le gouvernement, tout citoyen devrait pouvoir mettre en doute, voire contester avec détermination certaines décisions pour le moins douteuses émanant de cet appareil judiciaire à la dérive. En Haïti, de nombreux acteurs de l'appareil judiciaire et certains responsables politiques ou économiques font tout pour rendre la justice haïtienne non respectable et donc non respectée. Pour certains spécialistes du droit, une décision de justice reste ce qu'elle est prise au nom du peuple. Il faudrait donc s'attacher au respect du formalisme, c'est-à-dire au fait qu'une décision soit rendue par les instances compétentes en suivant naturellement la procédure. Une assertion qui n'est pas toujours recevable en l'état, justement parce que certains membres de l'appareil judiciaire haïtien foulent aux pieds les procédures à suivre. Sous le régime Tête-Cale, la pratique du mounpea, clientélisme, clanisme, est érigée en modèle de gouvernance. Le tête-calisme affiche un néo-duvalierisme sans gêne à la face du monde. De l'avis général, à part sous Duvalier et durant le régime militaire issu du coup d'État du 30 septembre 1991, le pays n'avait jamais atteint un tel niveau de gabegie administrative, de corruption et d'impunité. Le président lui-même a reconnu sur TV5 Monde que l'État est corrompu, un véritable aveu lorsque l'on sait l'ampleur de la corruption douanière opérée par les affidés du pouvoir à l'Administration générale des douanes, AGD. La justice est mise à genoux au service des plus forts, et surtout des bandits légaux. Les droits fondamentaux des citoyens sont bafoués. Leurs besoins les plus élémentaires insatisfaits, pendant que les dilapidateurs vident les caisses de l'État.
Pour l'ancien ministre Franz Varela, le régime parlementaire est intrinsèquement corrompu en Haïti. Pour illustrer son propos, il évoque un véritable marché des faveurs avec une offre et une demande s'égalisant grâce à des prix implicites pour des échanges de faveurs qui ne sont pas toujours monétisés ou payés au comptant. Lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles Laurent Lamotte a été désigné Premier ministre en 2012, l'on mesure à quel point Franz Varela met le doigt sur un sujet d'une importance capitale pour comprendre le fonctionnement du Parlement haïtien. Il poursuit en affirmant : cette démocratie organisée autour de la vente des votes, reposant presque exclusivement sur le bulletin de vote quinquennal, les conditions sont alors réunies pour permettre à des groupes bien organisés et bien informés de se construire un avantage comparatif auprès des parlementaires et ceci aux dépens de la masse mal informée et mal organisée. Faut-il s'en étonner ? Une telle situation fait le jeu des acteurs externes, et particulièrement des États-Unis, qui s'ingèrent dans les affaires intérieures d'Haïti en dictant leurs lois dans la gestion de la chose publique. Facteurs exogènes. Les facteurs exogènes qui caractérisent cette démocratie entravée renvoient d'un côté à la mainmise des États-Unis sur les affaires du pays, et de l'autre à une mise sous tutelle mi-nord-américaine mi-européenne sous l'égide de l'ONU. Le tout en violation totale de l'article 1er de la Constitution de 1987 qui stipule que Haïti est une république, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.